Alors, nous sommes au Forum sur la mobilité durable ici à Victoriaville. Je suis avec M. Claude Lefebvre, qui est le maire de Baie-du-Fèvre et qui est le président du conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Bonjour. Vous avez quel chapeau aujourd'hui, M. Lefebvre? Bien, en fait, c'est comme maire de Baie-du-Fèvre, là, parce que le forum est ouvert à tout le monde. Bien sûr, le CREC est un des organisateurs, parce qu'il y a quand même 5 creux des alentours qui sont dans l'organisation du forum, effectivement. Donc, vous avez vu passer ça dans vos réunions du conseil, là, l'organisation de ça? Oui, bien effectivement. Là, regarde, c'est sûr qu'au CREC, bien évidemment, on en a discuté déjà, mais je veux dire, si je prends dans notre coin, dans Nicolet-Yamaska, on travaille beaucoup en mobilité durable actuellement, effectivement. D'ailleurs, à la MRC de Nicolet-Yamaska, vous siégez sur le comité aménagement durable et environnement. Et là, il y a un nouvel organisme qui a été mis en place, ou une agence, en tout cas, vous pourrez me le dire, para municipal, Mobilité Nicolet-Yamaska. Oui, exactement. C'est quoi son statut au juste? Bien, en fait, nous autres, là, l'idée était de s'organiser effectivement pour améliorer le transport en commun, si on veut, dans Nicolet-Yamaska. Puis ça commence par des réseaux de transport par autobus pour la population en général. On travaille avec Bougibus actuellement, qui est l'organisme qui a une charte effectivement pour opérer. Puis, disons que ça va super bien. Actuellement, on offre effectivement des transports dans les petites municipalités. Oui. À terme, on veut que dans chacune des municipalités, il y ait possibilité de prendre un transport en commun pour se rendre. Dans une ville, souvent, on va vers Nicolette pour aller plus loin, là. OK. Ou là, prendre un autobus nous redirigeant vers une autre municipalité? Qui va nous permettre d'aller, bien là, pour le moment, c'est surtout Trois-Rivières, mais on veut viser à terme à aller... les municipalités entre elles, peut-être? Aussi, mais c'est sûr que c'est suivant la demande de la population, nécessairement, mais effectivement, si on prend comme Saint-Zéphirin, bien, leur ville de magasinage, si on peut dire, c'est plus Drummondville. Fait qu'à terme, oui, on vise à aller jusque-là. Ceux qui sont souvent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, voient passer là, ces jours-ci des horaires où on voit les heures là, où l'autobus est présent dans telle ou telle municipalité. Donc déjà, là, il y a cette nouvelle information-là qui circule. Bougibus, eux, étaient spécialisés dans le transport adapté au départ? Oui, transport adapté, mais de toute façon, les deux organismes vont comme fusionner, si on veut. Puis Bougibus, actuellement, ils ont leur permis de transport et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on fonctionne avec Bougibus. OK. Donc, c'est installé, les bureaux, c'est à Nicolette? Oui, absolument. Combien de véhicules dans la flotte? Bien, actuellement, on a deux autobus, si on peut dire, là, de à peu près 20-22 passagers. OK. Puis les transports pour personnes handicapées, là, les autobus qu'il y avait déjà, là, effectivement. Okay. Puis on est à procéder à l'achat d'un autre autobus, effectivement. Parce que, honnêtement, depuis qu'on a mis ça en place, on a démarré au mois de janvier, ça fait pas si longtemps. On a eu toujours, dans nos transports, on a eu toujours des gens qui ont utilisé nos transports. Là, Parfait. Fait qu'on peut dire que ça va bien. L'autre suite à ça, c'est qu'on veut organiser des transports pour des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises de notre territoire qui ont des gens qui habitent, par exemple, à Trois-Rivières. Puis ces gens-là prennent chacun leur auto le matin pour venir travailler. Ça fait que ça va être avec ces entreprises-là qu'on va travailler justement pour emplir des autobus. Oui, il y en a été question dans le webinaire auquel j'ai assisté. On citait l'exemple d'Olimel, qui a des navettes comme ça, qui peut ramasser jusqu'à une centaine de personnes, pas seulement un autobus, mais pour les amener là, à l'usine. Et ça évitait beaucoup de congestion, beaucoup de gaz à effet de serre, tout ça. Puis même des frais pour les travailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant là, d'explorer cette piste-là. Mobilité Nicolet-Yamaska est née suite, on a décidé de faire cavalier seul parce qu'auparavant, on fonctionnait avec la MRC de Bécancour, là. Qu'est-ce qui est à l'origine un peu de ce schisme-là, si on veut? Bien, écoutez, Bécancour, c'est sûr qu'on travaillait quand même bien avec eux autres, mais nous autres, on voulait aller plus loin, effectivement. On voulait, entre autres, offrir du service pour les entreprises. Bécancour n'était pas rendu à ce stade-là. Puis, regarde, c'est bien correct. Puis, disons que nous autres, là, on a décidé d'aller
d'aller dans une autre direction. Puis, bien, qu'Encourt éventuellement offriront ce service-là, mais pour le moment, il n'était pas prêt à ça. Là, on parle de transport en autobus, transport collectif. Il y a aussi les transports actifs, donc à pied, à vélo. Là, est-ce qu'il y a quelque chose dans les plans là, pour relier les municipalités d'une façon sécuritaire pour les cyclistes dans la MRC Nicolet-Yamaska? Bien, effectivement, au niveau du tourisme, effectivement, on travaille pour des routes à vélo là, de plus en plus, puis c'est quelque chose qui s'en vient très, très, très rapidement, effectivement. Okay. Ça, déjà, pour le tourisme, oui, mais on s'est dit, pour les municipalités, nous autres, on s'est dit que quand on referait une route, on essaierait de prévoir une bande un peu plus large sur l'accotement, justement, pour assurer la sécurité des vélos. On sait que le MTQ, actuellement, élargit ses accotements, si on veut. Okay. Quand ils refont une route, ils l'ont refaite sur la 132, par exemple, entre Picodette et Baie-du-Fèvre, l'accotement était vraiment élargi. Okay. Ça aide. Mais c'est sûr que la 132, vélo, c'est pas le top, qu'on pourrait dire, mais quand même, déjà, c'est sécurisé. Okay. Mais dans nos rangs de campagne, effectivement, on a cette préoccupation-là maintenant. On n'en refait pas tous les ans des routes, mais regarde, il faut l'avoir dans l'idée. Puis on a quand même des beaux rangs de campagne chez nous qui sont déjà pratiqués beaucoup par des gens de vélo. Puis là, ce vers quoi on s'en va aussi pour la mobilité durable, c'est qu'on veut offrir des vélos en partage dans nos municipalités. Des vélos, il y a Saint-Zéphirin qui prête des vélos électriques. Oui. Est-ce que ce serait aussi vers l'électrique que vous iriez? Ou, Il y aurait une partie vélo électrique, une partie vélo normale, là, si tu veux. Mais, à la Bixi, un peu. Oui, c'est-à-dire que oui, ça sera offert, autrement dit, dans toutes les municipalités. Puis il y aurait possibilité d'emprunter un vélo. Ne serait-ce que pour visiter la municipalité. Chez nous, c'est les oies maintenant, à Baie-du-Fèvre. Actuellement, on est en plein dedans. Ça aussi, ça rend la 132 un peu dangereuse. Oui, ça, c'est un autre phénomène. Mais je veux dire, pourquoi, quand les gens viennent, s'ils pouvaient emprunter un vélo puis circuler dans la municipalité, c'est dans le fond, c'est d'aider aux gens à découvrir nos territoires. Là, on parle justement de par où faire passer les gens à vélo. Là, il y a le chemin du Tour du Lac. Oui, le chemin du lac. Le chemin du lac qui a commencé et là, qui est presque complété. Et là, si on regarde la carte, il a fallu qu'ils fassent pas mal des sparages pour amener les piétons là, dans des endroits sécuritaires. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas toujours évident pour des humains là, de circuler. Ben non, mais c'est sûr que la priorité pour ces gens-là, c'est d'être sécuritaire parce que quand ils passent chez nous à Baie-du-Fèvre, effectivement, ils empruntent une route qui est vraiment un chemin de campagne, un chemin agricole, en fait, là, qui est la route des 8. Et puis oui, ça se fait à vélo, mais l'objectif, c'est plus de le faire à pied. Bien, c'est une aventure. Ça se fait à vélo avec une petite fébrilité au cœur. Oui, c'est quelque chose. Mais il reste que pour l'aventure du chemin du lac, ça, c'était vraiment le genre de route qui était privilégié. Ça, c'est correct, puis ça se fait quand même assez bien à pied. Là. Bien, effectivement, là, à un moment donné, il faut qu'ils remontent vers la 132. Puis là, ça devient moins sécuritaire. Ça fait que là, à ce moment-là, ils vont aller plus loin dans un rang de campagne pour rejoindre Nicolette. Puis tout le tour du lac, ils ont eu ce défi-là, effectivement. Il faut quand même qu'ils passent sur le pont de Trois-Rivières, et ainsi de suite. Fait qu'il y a plusieurs défis, mais quand même, ça fait de la diversité. Tout à fait. Mais chaque village a des possibilités d'accueil de ces marcheurs-là, effectivement. Oui, parce que, faire le tour du lac Saint-Pierre à pied, quand même, ça se fait en 10 jours, si tu es un bon marcheur, là, mais ça prend des arrêts. On parle de 200 km quand même. Oui, tout à fait. Oui, puis il faut être capable d'accueillir ces gens-là. Il y a des gîtes, ainsi de suite. Chez nous, on a un bloc sanitaire avec douche. Si les gens veulent se restaurer, ils peuvent le faire. Là, c'est accessible là, pour les marcheurs. Il y a tourisme, oui. Il y a découvrir la région. Il y a être capable, effectivement, de se promener sur le territoire, même à pied. On voit que ça peut se faire. Fait qu'il y a toutes sortes d'options, effectivement. Là, qu'est-ce que vous venez chercher ici aujourd'hui? Bien, effectivement, on parle de mobilité durable. Fait que moi, je connais pas tout là-dedans. Je veux découvrir ce qui s'est fait ailleurs.
dans d'autres régions. Il y a des belles idées à aller chercher, puis c'est important de s'ouvrir l'esprit et de dire qu'est-ce qu'on peut faire. On a parlé de vélo, on a parlé d'autobus, mais tu sais, des trottinettes, des fois, c'est pas des autobus, mais un transport en commun, que ce serait une minivan. Puis offrir justement des services à nos entreprises, ça aussi, c'est important. Puis pour les gens du territoire, là. Puis, des fois, on dit on fait du transport en commun, mais c'est pas tout d'offrir un circuit d'autobus. Des fois, il faut forcer la note un peu. Ouais. Il faut dire oui, on dit aux gens faites du transport en commun, mais les gens ne savent pas trop comment ça marche, ne savent pas comment ça coûte, ne savent pas les implications que ça a. Des fois, il faut forcer la note. Il faut dire aux gens, regarde, tu aurais pu voyager avec un autre. Comment organiser ça aussi? Tu sais, il y a des systèmes de Uber et ainsi de suite qui existent, mais sur notre territoire, plus ou moins. Puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Si c'est pas ça qu'on veut, bien, il faut trouver une alternative pour les rendre disponibles aux citoyens, que ce soit facile pour le citoyen d'avoir accès à ça. Tu sais, le matin, quand il se lève, il dit « Bon, mais comment je vais faire pour aller à telle place? » Bien, tu sais, développer des applications pour trouver des solutions faciles. Oui, parce que des solutions technologiques existent, donc il faut trouver la bonne pour nous. Puis, en tout cas, Télécœur, on va vous suivre dans ces démarches-là, parce que c'est sûr que l'environnement nous tient à cœur. Puis, donc, on va, s'il faut diffuser l'information auprès des gens, des citoyens, on va le faire avec plaisir. Est-ce que vous avez pointer du doigt des conférenciers? Venez-vous plus pour ce qui va se passer en avant ou les échanges avec les autres personnes? C'est toujours le fun d'avoir des échanges. C'est sûr que les présentations vont être très intéressantes, mais moi, j'aime bien discuter avec des gens sur un dossier précis qu'ils ont mené pour nous aider à comment le faire. T'sais, des fois, on a une idée, mais comment le faire? L'aspect vraiment pratico-pratique là, des choses. Super. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Claude Lefebvre. Alors, maire de Baie-du-Fèvre, siégeant pour la MRC de Nicolet-Yamaska sur le comité d'aménagement durable et d'environnement et président du conseil d'administration du conseil régional d'environnement du Centre du Québec. Merci pour cet entretien. Bien, merci à vous et une bonne journée vous aussi. Merci. Ça va être très intéressant. Professeure au département de génie civil, géologique et des mines, ingénieure civile de formation. Elle est titulaire de 2 chaires. Une chaire, la chaire mobilité associée à Polytechnique Montréal, ainsi que la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Elle est également membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, ainsi que de l'Agence Mobilité Durable. Alors, aujourd'hui, elle nous présente la... Ah oui, je vais vous laisser le dire, mais je vous cède la parole, puis il y aura aussi une période de questions là, à la suite de la présentation. Bon, bonjour, merci beaucoup. Je vais me déplacer parce que j'ai de la difficulté à rester immobile dans ma vie. Mais en fait, j'ai changé de titre. Puis en vous écoutant, je pense que j'aurais dû rechanger de titre et changer de contenu ce matin. Mais j'ai pris des notes, là, fait que ça se peut que je parle d'autres choses qu'il y a sur mes diapos, qu'on m'a demandé de parler vite et de finir pas trop tard. Donc, en fait, initialement, c'était une de mes étudiantes, que finalement, Jérôme, qui était demandée pour parler des interactions entre les modes de transport. C'est toutes des chaires de recherche que j'ai, un programme de recherche là-dessus, fait que je vais vous parler un peu de ça. Puis, évidemment, je vais essayer de vous amener des éléments de réponse, mais il y a beaucoup plus de questions. En fait, les réponses, on les connaît depuis 25 ans, fait que je pense que c'est pas au niveau de ce qu'il faut faire, le problème. Peut-être que c'est déprimant en partant, je pense qu'on sait tous ce qu'il faut faire. Il suffit de le faire et d'accepter de dire les choses un petit peu plus crues qu'on n'accepte pas encore de dire. Alors, à suivre. Donc, je vais quand même parler du rôle des modes de transport dans la mobilité, les notions de complémentarité, compétitivité et substitut entre les modes. On a fait des travaux fort intéressants là-dessus. Et voilà, je vais commencer. Je sais qu'il faut que je pointe là-bas, si ça va pas. Donc, des éléments de contexte intéressants, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sortis. Je vais ramener certains chiffres. C'est important de comprendre d'où on part et ô combien on n'avance pas dans la bonne direction, parce qu'on a l'impression qu'on essaie quand même plusieurs choses, mais il ne se passe pas grand-chose. Et je vous dirais que personnellement, je suis extrêmement inquiète de ce qui se passe au niveau provincial. Je suis extrêmement critique. D'ailleurs, tantôt, je fais une chronique. J'ai accepté de faire des chroniques au 98.5 à Montréal. Et je vais parler du financement de l'acquisition de véhicules électriques.
Et là, il faut juste que je reste calme pendant 8 minutes. Mais c'est mon grand défi. Mais il reste qu'il y a beaucoup de décisions à cette échelle-là qui me désespèrent royalement. Puis quand j'accepte de siéger sur le comité consultatif sur le changement climatique et de faire des avis, c'est parce que les avis sont publics. Sinon, je ne serais pas encore allée faire quelque chose qui me prend plus de temps. Bon, je vous l'ai dit que je ne dirais pas ce que sur mes diapos. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques résultats qu'on a eus en analysant le rôle de chaque mode dans la mobilité quotidienne. Ce sont des questions fondamentales et ça vient des appels que je reçois. Par exemple, quand Bixi est arrivé à Montréal, puis là, monsieur Salem, responsable des transports de la ville, m'appelle en disant « Catherine, les chauffeurs de taxi me disent que Bixi leur vole des clients. » Bon, est-ce que c'est vrai? Il dit « Je ne sais pas. » Donc, là, on a commencé un programme de recherche sur les interactions entre les modes, justement pour comprendre c'est quoi le rôle de chacun. Et quand on a des décisions, notamment au niveau de l'allocation des ressources, puis là, dans les ressources, je mets argent, je mets professionnel, en fait, toutes les ressources humaines, mais je mets aussi nos espaces et notre temps. Quand on gère une intersection, on décide qui a priorité. Quand on gère un espace, on décide aussi à qui on donne de l'espace. Donc, ce sont dans ces décisions-là qu'on a besoin d'avoir des règles un peu plus claires, de comprendre les impacts, de décider de mettre 3 voies dédiées à l'auto-solo ou une voie réservée, une piste cyclable, un trottoir, etc. Ça détermine finalement comment les gens vont se déplacer et comment on va se sentir quand on se déplace avec un mode donné. Donc, ces travaux-là sur les interactions, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui est complémentaire, substitut, compétitif, etc. Et on comprend très bien, puis moi je vais le dire, que quand ça fait, je ne sais pas, depuis les années 70 qu'on a cette conscience environnementale qui se déplace, qui se développe, en 2023, il est temps de dire que oui, c'est presque une guerre à l'auto. Moi, ça ne me dérange pas de le dire, c'est une guerre à l'auto solo. Chacun n'a pas besoin de posséder son véhicule privé pour qu'on se déplace. Puis on sait très bien que le système ne fonctionne pas. Puis on continue quand même à l'encourager. Donc moi, je me permets de le dire. Parce qu'on essaie bien des choses, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Bon, fait que j'ai pas dit ce qu'il y avait là-dessus. Peu importe, j'ai une chaire de recherche depuis 2016 sur les interactions entre les modes. Et c'est vraiment ça le cœur, comprendre le rôle de chaque mode, développer des outils d'aide à la décision pour soutenir justement nos choix d'allocation des ressources, et concevoir des outils de conception de réseaux intégrés. Parce qu'on parle beaucoup d'outils d'information. Tu sais, moi, je sais, je peux me déplacer avec tel mode, avec tel autre mode, mais on n'a pas de vision sur la façon dont on conçoit ces réseaux-là de façon intégrée. Donc, on fait de la courte pointe avec nos réseaux, on essaie d'attacher ça un peu de croche, chacun planifie ça comme il veut, donc ça fait des réseaux un peu désorganisés. Là, il faut reculer et concevoir comme ça, les planifier, les organiser pour que la chaîne complète, peu importe les modes impliqués, soit plus facile à faire. Donc, 2 définitions quand même importantes. Je vais parler d'intermodalité et multimodalité. L'intermodalité, c'est quand je prends plusieurs modes dans un même déplacement. La multimodalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs modes pour répondre à l'ensemble de mes besoins de déplacement. Juste pour clarifier. Donc, les défis qu'on a pour ces travaux-là, comprendre, je fais écho à plein de choses qui ont été dites, là, les données. Si on ne comprend pas les besoins de mobilité, on ne peut rien faire. C'est extrêmement difficile. Et là, c'est encore plus difficile quand on essaie de comprendre les déplacements que les gens aimeraient faire, parce qu'ils ne les font pas. Il y en a plein de ces déplacements-là. Si on ne s'intéresse pas aux déplacements que les gens aimeraient faire, ce que j'appelle généralement la demande latente, on va replanifier les réseaux qu'on offre déjà. Ça, j'avais dit ça aux gens des sociétés de transport. Si je prends vos données de carte à puce pour concevoir des réseaux, je vais vous refaire le réseau que vous offrez. Parce qu'il doit bien répondre à des besoins si les gens sont là-dedans. Si on veut répondre à de nouveaux besoins, il faut comprendre justement toute cette mobilité qui ne se matérialise pas parce que nos réseaux ne sont pas suffisamment bons pour que les gens les fassent, ces déplacements-là. Ça, c'est toujours la logique là, des gens qui vont dire « Pourquoi je mettrais une piste cyclable ici? Il n'y a personne qui fait du vélo. » Là, vous prenez une grande respiration. Non, c'est un peu l'enjeu. Donc, cette notion de demande latente, elle est fondamentale. Il faut concevoir pour que les gens puissent matérialiser ces besoins de mobilité. Bon, j'ai pas dit ça. Ça, c'est le fun, je suis pas obligée de le présenter. Ça a été présenté. Bing, bing. Mais à retenir, et c'est à l'échelle du Québec, ça c'est Victoriaville, la population de voitures croît plus vite que la population d'adultes. Donc, l'automobile est un objet qui s'individualise alors qu'il se partageait précédemment. Et autre statistique qui n'est pas là, les mètres cubes qui encombrent nos voies, donc, qui sont ces véhicules, croient encore plus vite, parce que les véhicules sont plus longs, plus larges, plus hauts, plus larges, de toutes les dimensions, et plus lourds. Donc, c'est un enjeu aussi. Alors, des résultats, il y a beaucoup de choses qui viennent de la thèse d'Élodie, qui est une étudiante brillante. Là, j'avais des superstars, là, Jérôme,
Élodie, Gabriel, ils ont fini. Et si ça vous intéresse, une thèse de 373 pages sur les interactions entre les modes. Je vais prendre quelques-uns de ces résultats pour vous les présenter. La première chose qui est intéressante, ça c'est la première fois que j'ai fait ça avant d'avoir ma première chaire, c'est les interactions présentées avec les données de 2015. On essaie de comprendre les modes entre eux, comment ils interagissent et c'est quoi les patrons types d'utilisation de ces modes-là. Et depuis que j'ai fait cette étude-là, j'ai persisté à dire s'il n'y a pas de taxi dans votre pool de services, vous ne pourrez pas faire de mobilité intégrée parce que le taxi a une niche particulière qui n'est pas répondue par les autres modes de transport. Là, je dirais Communauto, le service basé station, à ne pas confondre avec les véhicules en libre-service, c'est le seul concurrent direct à la motorisation. Si vous n'avez pas ça, je suis bien désolée, ça va être extrêmement difficile de convaincre les gens de se départir d'un véhicule s'il n'y a pas la capacité de faire de la location court terme. Donc, c'est fondamental. Il y a des modes qui sont clés pour générer des changements structuraux. Donc, ici, je vais juste vous illustrer avec ces vieilles données, parce que je n'ai pas le temps de le refaire récemment. Mais Montréal, il y a plein de modes. On voit que ça se propage aussi dans les autres régions, ce qui est très, très bien. La pandémie aide en ce sens, parce que les déplacements réguliers sont moins réguliers. Donc, l'auto dort encore plus souvent. Vous avez ici tous les modes qui ont été regardés, peu importe, ça c'est la taille des bases de données, vous n'êtes pas obligé de le savoir, c'est juste qu'on a traité plein de bases de données, c'est pas grave. Et là, je vais vous montrer ça en cascade. On a regardé les patrons types d'utilisation des modes. Donc ça, c'est l'automobile. L'automobile, tous les graphiques que je vais montrer sont faits pareil. En X, c'est l'heure de la journée, puis en Y, c'est la part des déplacements ou des comptages qui ont été pris ou des réservations, parce que tous ces modes sont mesurés différemment. Donc, c'est le pourcentage qui est fait à cette heure-là. Fait qu'on part de minuit, on va jusqu'à minuit. Là, ça vous donne le pourcentage. Donc, on voit que l'auto, c'est distribué toute la journée. Puis ça, ce sont les patrons types. Donc, on fait des méthodes de classification automatique. Puis on trouve typiquement, quand on regarde la demande sur une année, voici comment ça se distribue dans la journée. Donc, l'auto, c'est presque toujours, donc une belle distribution. Là, on regarde le métro. Là, vous reconnaissez typiquement nos 2 pointes du matin pour les jours de semaine et la fin de semaine, c'est quelque chose qui est un peu différent. Puis la différence entre ces patrons-là, c'est simplement au niveau de l'intensité, donc la quantité de déplacements qui se font. Si on est l'été, il va en avoir moins, si on est l'hiver, il y en a plus, mais la structure temporelle va être la même. Si je regarde le bus, c'est à peu près la même chose, peut-être des pointes un peu différentes, mais on voit très bien que c'est très pendulaire avant la pandémie, avec le week-end plus ancré vers l'après-midi. Et là, vous avez le taxi. Là, le taxi, c'est comme, au début, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Oui, l'offre et la demande, c'est un peu n'importe quoi. Des grosses pointes le soir, la nuit, à des heures où les autres systèmes ne sont pas disponibles souvent. On a fait des analyses un peu plus structurées, tout ça. Des petites pointes le matin, donc c'est beaucoup plus variable aussi au niveau de l'intensité. Donc ça varie beaucoup. Je me souviens, quand j'avais regardé les chiffres, grâce aux données GPS auxquelles on a accès, la plus grosse journée de taxi, c'était la soirée des parties de Noël en décembre. Là, je me disais, ça, le mode-là est vraiment compliqué à planifier, mais il est fondamental, parce que des fois, c'est la seule option. Ensuite, vous avez Bixi, donc notre système de vélo-partage. On voit aussi que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de mouvements pendulaires qui se font avec Bixi, alors qu'on se demande pourquoi les gens ne prennent pas leur propre vélo. Là, ça peut être une question d'infrastructure à la destination. Bon, les douches, on a parlé, le risque de vol. Ça peut être aussi la capacité de faire des chaînes complexes, parce que la mobilité, vous allez quelque part, je peux bien faire 10 km, mais si j'ai 25 km à faire après, là, ça va déterminer quel mode je vais prendre pour mon premier déplacement. Donc, les chaînes sont importantes à comprendre. Et là, vous avez l'autopartage basé station. Je le répète, certainement un des modes les moins compris, les plus sous-estimés en termes d'impact structurant sur la mobilité. Donc, vous avez ici le début des heures de réservation, parce que ce système-là est utilisé souvent pour faire plusieurs déplacements. Donc, des chaînes complètes pour aller faire la tournée des Ikea, je ne sais pas quel magasin, peu importe. Donc, comprendre la structure des patrons types, c'est intéressant, puis voir comment ça se distribue dans l'année aussi. Je ne vous montrerai pas ça, mais si ça vous intéresse, on l'a quelque part. Ça, c'est les véhicules en libre-service. Donc, ce que Car2Go offrait à Montréal, Communauto, je ne sais pas selon ce qui est implanté ici, c'est du basé station ou du libre-service, mais définitivement, le basé station a un effet beaucoup plus structurel. On le voit ici, quand même, on a des patrons relativement liés au déplacement pendulaire, donc ce n'est pas du tout les mêmes effets sur la mobilité. Donc, comprendre ce que chaque mode amène et quelle niche ça peut occuper ou quels sont ses compétiteurs, c'est relativement fondamental pour déterminer à qui on va donner des ressources. Ça ici,
compliqué pour rien, je pense, mais c'est un indicateur d'intensité. Donc là, l'intensité, c'est grosso modo, est-ce que j'en ai beaucoup ou pas beaucoup de ce mode-là pendant la journée? Donc, ça veut dire que ce serait mon plus élevé, là, quand j'ai un point qui est plus élevé. Ce que ça permet d'observer, la raison pour laquelle je l'ai laissé, c'est qu'il y a deux modes où l'intensité varie vraiment beaucoup à travers l'année. C'est le mixi et les véhicules en libre service. Le taxi, un peu plus. Il y a des modes qui varient beaucoup moins. Bien, le métro, on a typiquement des jours non ouvrables et des jours ouvrables. Et ça veut dire que ce sont des modes où il y en a d'autres substituts. Si je ne suis pas en mixi, peut-être que je suis en taxi, peut-être que je suis à pied, parce que les déplacements sont très courts, peut-être que je suis en véhicule dans libre service quand il pleut. Et là, je me souviens de M. Théo, Alexandre Pfeiffer, qui disait « Il pleut aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le taxi ». Il y avait pas mal raison. Donc voilà, ça c'était vraiment au niveau de la compréhension de la structure d'utilisation de ces modes-là. Ensuite, ça c'est certainement un des articles que j'ai le plus cité, parce qu'on a réussi à mettre en place un modèle qui permet d'illustrer le lien de cause à effet. Ça c'est compliqué, parce qu'on fait souvent des corrélations, mais là on a démontré qu'il y avait un lien de cause à effet entre la bonification des services de mobilité, donc l'autopartage, le vélo-partage, le transport en commun, et l'augmentation de la multimodalité chez les types de personnes. Donc, je n'irai pas dans les détails sur la méthodologie, mais on a créé des types de personnes à partir de nos enquêtes sur la mobilité, 311. On a tenu compte de l'âge, du genre, du type de ménage, du type de voisinage. Et là, on a regardé pour ces personnes-là, est-ce qu'il y avait une augmentation de la multimodalité sur 5 ans, avec les enquêtes de Montréal. Et là, ce qui est fascinant, c'est que pour 205 de ces 311 types de personnes, on a effectivement une augmentation de la multimodalité. On a démontré qu'il y avait un effet positif significatif de la bonification des services. Donc là, on vient de dire, tu améliores les services, il va y avoir un impact sur la multimodalité. Ça, c'est fondamental. Ce sont des choses souvent qu'on sait intuitivement. Tant qu'on n'arrive pas à le démontrer, là, il y a plus de résistance. Donc là, c'est démontré. Et le plus fascinant encore, c'est que c'est vraiment l'autopartage basé station qui a l'effet le plus important. Donc je sais que je vais être fatigante avec ça. Mais s'il n'y a pas de substitut direct à la motorisation, donc si on n'est pas capable de gérer le stress, de se déposséder d'un véhicule, on n'y arrivera pas. Ça ici, c'est comme une police d'assurance. Parce que quand on parle aux gens de communauté, souvent les gens l'utilisent pas beaucoup. On a 90% des gens qui l'utilisaient de façon très peu fréquente. Et pourtant, ça a un effet structurant parce que c'est justement la journée où j'en ai besoin, je peux le réserver, mais je vais l'avoir. Bon, la notion de complémentarité et compétitivité, là aussi, c'est intéressant de comprendre. Est-ce que les modes sont en compétitivité ou en complémentarité? Ce n'est pas si évident que ça à faire. Mais on a utilisé une plateforme qui s'appelle Transition. On parlait de Shell Open Source. C'est ce qu'on développe avec 6 sociétés de transport en commun du Québec, avec d'autres grands subventionnaires. Une plateforme open source, le code est ouvert. Ça permet de simuler des déplacements avec des logiciels de calcul de chemin. Donc, moi, évidemment, je l'utilise, notre plateforme. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos déplacements qui sont faits en vélo-partage, autopartage, libre-service, taxi, c'est ce que j'ai commencé à faire, et on simule sur le réseau de transport en commun pour voir s'il y avait une option. Parce que des fois, on veut savoir est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas d'option, ou quand quelqu'un a décidé de prendre un mode, est-ce qu'il y avait d'autres options de qualité? Et là, on est capable de faire le diagnostic. Est-ce que ce mode-là est en complémentarité spatiale? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arrêt à proximité des deux extrémités. Est-ce que c'est de la complémentarité temporelle? Il y a des arrêts, mais il n'y a pas de service. Ou est-ce que c'est une complémentarité en qualité? Ça veut dire j'ai un service, mais il est tellement mauvais que finalement, je me suis supposé que j'en ai pas. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Ça, je vais raconter l'anecdote, même si je n'ai pas le temps, je m'excuse. J'ai fait un projet sur la ligne rose à Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez la ligne rose. Bon. Et là, mon équipe, je pense que Jérôme était dans l'équipe d'ailleurs. Non? Gabriel, il l'a dit en tout cas, peu importe. Plein de monde qui était là-dessus. Et là, on simule la ligne rose dans l'est de Montréal. Et là, mon équipe me dit, quand on ajoute la ligne rose, les gens ont moins d'options. Je dis, bon, qui a fait une niaiserie dans cette équipe-là? Et là, ils m'ont dit, la ligne rose est tellement meilleure que tout ce qui existe, que si on prend un critère, parce qu'on avait ajouté un critère, là, pour supposer que tu as une deuxième option, il ne faut pas que ça soit 1,4 fois plus long. La ligne rose était tellement performante que tous les services actuels étaient trop mauvais pour être considérés comme plan B. Là, j'ai fait, ouh là là, ça veut dire que le service est vraiment mauvais dans l'Est. Et là, on est en train de développer un outil pour faire le diagnostic systématique de la qualité, de la diversité des trajets tout mode. Parce qu'on peut supposer qu'un trajet possible, ici, c'est tellement long, comparativement à un seuil minimum. Donc, ça, c'est l'approche de la définition de l'équité, le suffisantisme,
on prend cette définition-là, on dit qu'il faut que le service ait au moins ce niveau pour qu'on puisse dire oui, vous avez une option. Et là, je peux vous dire que le diagnostic est plutôt intéressant. Donc, il y a des endroits où finalement on a beau mettre des services pour une trajectoire donnée, c'est comme si les gens n'en avaient pas. Donc, on ne peut pas supposer qu'ils vont prendre cette option, ça n'est pas suffisamment bonne. Donc, quand on fait l'analyse de complémentarité, compétitivité, on vient aussi voir est-ce que pour certains déplacements, il y avait une option, mais tellement mauvaise que finalement, ça vient compléter en raison de cette petite qualité. Donc, rapidement, vélo-partage, autopartage, ce qu'on voit, c'est que par rapport au transport en commun, on a quelque chose comme 24% des déplacements Bixi qu'on pourrait considérer être en compétition avec le transport en commun. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a vraiment des fortes relations de complémentarité entre ces deux modes-là. Donc, notamment la complémentarité dans l'espace, et ça, c'est quand il n'y a pas d'arrêt. Pas de service, ou que le service n'est pas bon, pour 57%. Pour l'autopartage non basé station, donc les lignes directes, 40% de compétition, on voit très bien, il y a des corridors, on sait très bien qu'il y a du service de transport en commun. Peut-être que les lignes sont pleines à Montréal, peut-être d'autres raisons, mais on voit très bien qu'on est capable de quantifier le niveau de complémentarité, compétitivité. On voit que ici, ça, c'est qu'il n'y a pas de service. Donc, on voit que ces modes-là viennent complémenter le transport en commun puisqu'il n'est pas en fonction. Donc, il y a un article complet là-dessus, si ça vous intéresse. Et là, j'ai commencé à le faire pour le taxi, pour voir, effectivement, pour les déplacements taxi, c'est donc des déplacements très courts, on pourrait supposer qu'il y a peut-être 20% qui pourraient se faire à pied, mais là, on ne connaît pas la quantité de bagages, la quantité de passagers, les limitations, donc c'est quelque chose qui est très théorique, là. Et on voit que pour la semaine, il y avait quand même 92% des déplacements qui avaient une option de transport en commun, donc elle existe. Et souvent, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de service. Fait que la fin de semaine, samedi, dimanche, on a 20% des déplacements taxi pour lesquels il n'y en a pas d'option de transport en commun. Donc, on voit très bien que ça occupe une niche qui est fort intéressante. Et là, on regarde c'est quoi l'option transport en commun quand elle est là. Souvent, c'est juste une ligne de bus. Je pense que selon la perception, le bus et le métro, c'est pas toujours les mêmes perceptions en termes de qualité, mais on voit qu'on est capable d'évaluer quand même, pour certains déplacements, quelles sont les options disponibles et leur niveau de qualité. Et ça prend ça pour être capable ensuite de faire des recommandations sur les types de services à implanter. Et là, je refais encore une fois, sans oublier que ça prend un substitut à la motorisation. Que ce soit du Turo, je regardais tantôt, il y a une Mercedes-Benz à 4 km ici, là, que moi je suis là-dessus. Si vous voulez le voir, abonnez-vous sur Turo, il y a plein de véhicules qui ne servent à rien. Là, je vais aller voir mes petites notes, parce qu'il y a des choses que je voulais vous dire, que j'ai mis ici. Oui, 33 milliards, c'est vrai. Quand on nous dit qu'on n'a pas d'argent, les Québécois mettent 33 milliards dans le transport privé par année, c'est beaucoup, là, le budget de la STM, c'est 1,3 milliard par année. Donc, on en a de l'argent qui roule pour le transport. C'est 9 500 $ en moyenne les dépenses qu'un ménage va mettre dans le transport privé. Quand vous considérez qu'un véhicule est stationné 95% du temps, là, dites-vous que vous payez plus que 9 000 $ pour le véhicule stationné par année. Ça devrait contribuer à réaliser qu'on paye vraiment pour voir des choses se déprécier. Et voilà, ça, je l'ai dit. Ça aussi. Voilà, je ne l'ai pas oublié. Mais c'est tout, là, je finis avec ça. C'est sûr que dans les éléments de réflexion, il y a une thèse là, à lire aussi sur la composante psychologique de la dépendance à l'auto et de toutes les formes de dépendance. Parce qu'il n'y a pas les gens qui veulent un véhicule et les gens qui n'en veulent pas. Entre les deux, il y a des gens qui sont à différentes échelles, là, qui ont l'impression d'être pris avec, plein de choses comme ça. Mais il faut systématiquement cesser de prioriser l'automobile. Et on le fait vraiment de plusieurs façons, notamment en donnant des sous pour que les gens s'achètent des autos, en ne donnant pas de sous à ceux qui n'ont pas d'auto, qui prennent le transport commun, qui prennent le vélo. Regardez une rue, dites-moi, qui priorisons-nous ici? Je pense que la réponse est claire. Ça, il faut arrêter de faire ça systématiquement. Et ensuite, changements structuraux, c'est sûr qu'on va pas y arriver si on ne s'attaque pas aux changements structuraux. La question, là, qu'est-ce qu'on fait en premier? Mais il faut faire plusieurs choses en parallèle. Mais je vais demander, vous êtes à quelle échelle? Est-ce que vous agissez à l'échelle municipale, à l'échelle provinciale? Parce que c'est pas la même stratégie. Si vous êtes municipal, là, vous avez une grande clé qui est vos rues. Commencez par changer l'allocation de vos espaces. Là. C'est une super belle clé. Tarifer stationnement, déjà le gérer, puis commencer à mettre des espaces pour d'autres modes. Là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ensuite, si vous êtes prêt avec des routes provinciales, là, je vous souhaite pas de chance. Là. Mais, ça, pour moi, c'est une autre échelle. Provinciale, c'est ça. C'est pas par là que ça va changer pour commencer, je pense.
mais il faut quand même être un peu acerbe sur les choix qui sont faits. Ensuite, vous travaillez sur les options. L'autopartage, toutes les formes de transport en commun. Oui, le partage d'informations. Tantôt, on parlait du MAS. Mais moi, j'ai dit le MAS, ça commence d'abord par mieux intégrer la marche avec le transport en commun. Accéder à un arrêt, déjà, si c'est un combat, mais ça ne vous donnera pas le goût d'aller attendre le transport en commun. Donc, il faut vraiment s'intéresser à tout ça. Je pense que je vais arrêter là-dessus. J'aime beaucoup cette citation, j'aime beaucoup Einstein dans ma vie, parce que c'était un scientifique engagé. Et voilà. Si on fait encore la même chose, ça fait quand même longtemps qu'on fait la même chose. On ne peut pas s'attendre à ce que nos tendances changent non plus. Alors voilà, il va rester du temps pour discuter. Je m'assois là. Ben, est-ce qu'il y en a qui ont des questions spécifiquement pour Catherine Morancy? Parce qu'ensuite, j'inviterai aussi André et Pierre-Olivier à venir nous rejoindre sur la scène. On va animer un panel de discussion à 3, mais pendant les déplacements, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Jean-François Morissette, je suis directeur du service de la gestion du territoire et du développement durable ici à la ville de Victoriaville. Et donc, je n'ai pas vu dans vos études, puis probablement parce que c'est des données qui sont montréalaises, que dites-vous du transport à la demande de type taxibus, comme ce qu'on a ici, nous autres, comme service de transport collectif, dans la compétitivité avec l'auto solo, les déplacements motorisés, particulièrement dans un milieu qui caractérise à peu près tous les gens qui sont ici, où la facilité d'accès à du stationnement, la non-congestion, tout ça est extraordinairement accessible. Donc, qu'en est-il de la compétitivité? Avez-vous des données là-dessus? Je n'ai pas de données là-dessus. Si vous en avez, on peut les étudier, mais je dirais qu'on parle de compétitivité. Fait que systématiquement, si on fait l'hypothèse que les gens sont rationnels, s'il y a déjà une grosse hypothèse, ils vont comparer. Le coût de temps, là, une combinaison de tout ça entre posséder, les gens calculent mal, prendre l'auto et prendre votre système. Là, ça va dépendre de la performance de votre système, donc les modalités de réservation, combien ça coûte, le temps de déplacement. C'est sûr que s'il n'y a pas de contrainte à l'auto, là, on ne s'aide pas. Hein? C'est comme quand on a décidé à Montréal d'ouvrir un pont en même temps que la ligne orange. On fait tout pour que ce soit encore plus difficile d'aller faire des gains en termes d'achalandage. Fait que je dirais que la clé serait de donner des incitatifs à l'utilisation, mais en même temps de sans doute contraindre ou tarifer le stationnement. Et après ça, c'est un choix qui est pseudo-rationnel. Je vais le dire comme ça. Fait que je pense qu'il y a un potentiel. Il faut que les gens soient rassurés. Si les gens pensent qu'ils font un sacrifice, ça ne fonctionnera pas. Là, est-ce que vous êtes en train de m'arrêter devant la porte, comme ça, je ne suis pas obligée de faire 10 pas ou 25 pas quand je suis en auto, ou est-ce que c'est facile de trouver du stationnement? Dès que vous facilitez la vie à l'auto, c'est plus dur pour l'alternative qui est mise en place. Puis là, vous allez aller chercher les gens qui sont typiquement des captifs. On les veut, mais on ne veut pas juste non plus les captifs. C'est vrai qu'il y a un gros enjeu d'équité, mais on veut que ça convienne à toute la population. On vous donnera des données plus précises l'année prochaine. Merci. Mais c'est sûr que la compétitivité de l'auto aussi, le féroce combattant. Alors ici, François Poisson pour Télécœur, toujours à Victoriaville, au Forum interrégional sur la mobilité durable. Je suis en compagnie de Martineau Vidot, qui est conseiller en développement durable à la SADC Nicolet Bécancour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une des personnes de nos territoires là, qui étiez déléguée ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous veniez y chercher? Ben, je voulais surtout entendre les différents panélistes, voir un peu comment ils allaient exposer les problématiques liées à la mobilité durable, les enjeux, comment s'y prendre en fin de compte. Est-ce qu'on a des défis communs? Est-ce qu'on a des solutions qui se dégagent? Et surtout, comment les proposer à nos entrepreneurs, à nos organisations au sein de la MRC? Est-ce qu'il y avait une conférence en particulier qui vous attirait? Ou? Ben, toutes les conférences étaient quand même assez intéressantes et complémentaires. La première conférence posait un peu le contexte, à savoir les enjeux, l'impact. La deuxième conférence, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle amenait déjà, on va dire, une certaine dimension plus globale avec des ajustements à faire pour faire en sorte de combiner plusieurs moyens de transport pour répondre à un enjeu de transport collectif. La deuxième m'a plus accroché.
vous faisiez partie des auditeurs des conférences qui sont allés poser des questions. Donc, c'est allé vous chercher, là, ça provoquait des choses en vous. Oui, oui, en effet, parce que des fois, les panélistes arrivent avec des solutions qui viennent souvent des grandes villes. Et il y a aussi les petites villes, comme par exemple Nicolet, Bécancour ou encore les autres petites villes. Et il faut aussi trouver des solutions pour ces petites villes-là. Il y a des ajustements à faire. Et je voulais savoir comment on pouvait surtout faire un arrimage pour trouver des solutions pour nos petites villes à nous aussi. Alors vous êtes conseiller en développement durable. Comment est-ce que la mobilité durable s'inscrit dans votre travail là, au jour le jour? La mobilité durable, elle s'inscrit déjà en matière de covoiturage. Moi, pour ma part, comme je travaille maintenant à Nicolet, je vais déménager pour pouvoir aller à pied directement sur mon lieu de travail. Et aussi, plus loin dans la réflexion, c'est aussi démontrer aux employeurs et aux organisations que s'ils se soucient maintenant des enjeux de mobilité durable, ça va devenir aussi un élément d'attraction de la main-d'œuvre. Et comme vous le savez, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et ça, c'est aussi important. On peut dire que vous êtes un œil extérieur, vous arrivez, vous êtes le dernier arrivé à la SADC. Donc, dans cette position privilégiée d'œil extérieur, comment est-ce que vous l'évaluez, la mobilité durable jusqu'à présent dans nos MRC? Je vais dire qu'à l'heure actuelle, je vois beaucoup d'auto-solo. C'est vrai qu'il y a de gros efforts à faire, mais après avoir écouté les différents panélistes, et j'avais déjà cette idée en tête dès le départ, ça prend beaucoup de parties prenantes pour répondre à un enjeu qui est la mobilité durable. Ça ne va pas être une organisation, ça ne va pas être une entreprise ou des entreprises, ça va être vraiment de se concerter, de voir les possibilités, parce que derrière la mobilité durable, derrière les sites Internet qui proposent de covoiturer, il y a aussi l'accessibilité numérique qui a été évoquée ce matin. Par exemple, une personne âgée qui a des difficultés à utiliser Internet ne pourra pas avoir accès à la mobilité durable. Il faut aussi répondre aux enjeux, mais à toute la population, à toutes les personnes qui désirent peut-être faire le pas, mais qui n'ont peut-être pas nécessairement les moyens. Donc, il faut vraiment qu'il y ait plusieurs intervenants à différents niveaux pour répondre à ce défi-là, tout simplement. Il y a des ressources qui existent dans chacune de nos MRC en transport collectif, en transport adapté. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des projets qui sont en branle pour instaurer des nouvelles choses là, en mobilité durable? Alors, à ma connaissance, non, il y en a certainement. Il y a des plateformes qui existent déjà, à l'instar de Amigo ou de Communauto, qui sont accessibles par exemple à Trois-Rivières. Il y a des modèles sur lesquels on peut s'inspirer. Maintenant, il y a des enjeux, il y a des gros enjeux, par exemple, avec des gros employeurs qui vont arriver dans la région, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un trafic beaucoup plus dense. Et c'est clair qu'il va falloir à un moment donné répondre à ce défi-là collectivement avec toutes les parties prenantes. Là, vraiment, s'inspirer des sites qui existent, s'inspirer du covoiturage. J'ai bien aimé l'approche, on va dire, un peu plus positive, ne pas culpabiliser la personne qui fait de la voiture solo, mais lui dire qu'il y a d'autres possibilités et qu'elle a tout à y gagner à justement covoiturer ou à prendre du transport collectif. Et surtout, on a parlé de transport collectif de qualité, donc il faut que la qualité soit aussi au rendez-vous pour amener l'attractivité. Oui, parce que c'est un peu dans la logique du construisez-le et ils viendront, mais il faut qu'il y ait une belle expérience pour qu'ils reviennent une fois qu'ils sont venus une fois, là. Exactement, il faut que l'expérience soit au rendez-vous parce qu'une personne déçue va se dire moi je préfère avoir ma voiture. Et c'est là le défi justement, c'est de créer une expérience attractive, une belle expérience avec la diversité des personnes qui vont l'utiliser, que ce soit le covoiturage, le transport collectif, même le vélo, les pistes cyclables, donc rendre nos villes plus belles. Il y a les aménagements à faire, il y a aussi des budgets, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte pour justement amener à une expérience positive de la part des usagers. Dans tout ce que vous avez à faire dans vos tâches là, au travail, quelle part prend la mobilité durable là-dedans? On va dire que pour ma part à moi, qui travaille en développement durable, la mobilité durable va être plus un élément que je vais mettre en avant
Dans l'organisation, on est déjà au fait de la mobilité durable, on fait déjà du covoiturage quand c'est possible, on participe au défi la journée ou la semaine sans voiture. Il y a beaucoup d'éléments qu'on met de l'avant parce que le développement durable est ancré au sein de la SADC Nicolet Bécancour. Maintenant, moi je pense que plus au niveau des entreprises qu'on accompagne en matière de développement durable, c'est leur montrer qu'il y a aussi cet enjeu-là qui arrive en ligne de compte et qu'il faut le prendre maintenant en considération de plus en plus. Parce que vous avez des cohortes là, pro-action, justement en développement durable. Il y a une démarche aussi en économie circulaire. Donc, il faut que ça soit une composante dans le dialogue qu'on a avec les personnes qui assistent à ces formations-là. Bien, il faut inclure une réflexion, j'imagine, sur la mobilité durable. Bien, il faut l'emmener, il faut l'inclure, il faut sensibiliser. On est avant tout des pédagogues, on n'est pas des donneurs de leçons, on est juste là pour proposer des alternatives et on laisse le choix. Mais notre défi à nous, c'est de démontrer que les choix qu'on propose, c'est les choix qui ont du gros bon sens, comme on dit ici, et qui vont permettre justement d'avoir des gains aussi bien économiques, sociaux, environnementaux, et puis même au niveau de la planète, ça va limiter l'émission de gaz à effet de serre, et c'est ça aussi qu'on emmène. Donc il faut commencer tout doucement et s'adapter aussi à notre public, aux gens qui nous font confiance et qui travaillent avec nous, et les accompagner en ce sens. On parle des avantages que ça peut amener. Il est question, entre autres, d'attractivité. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça peut donner un avantage concurrentiel là, d'avoir un bon système de mobilité dans une MRC, dans un territoire. Il y a d'autres notions qui ont été abordées, c'est-à-dire un peu l'équité. Il y a des gens qui n'ont pas accès à la voiture. Il y a des gens qui n'ont pas les sous nécessairement non plus pour se payer souvent des transports. Donc, il y a les transports que les gens font, mais il y a les transports aussi que les gens voudraient faire et ne peuvent pas faire. On a parlé d'intermodalité. Et donc, utiliser un moyen pour se rendre à un autre moyen pour continuer son parcours. Vous évoquiez des ressources qui se trouvent à Trois-Rivières. Bon, il y a Communauto, ensuite il y a Amigo, tout ça. Il y a un pont au-dessus du fleuve. Il faut se rendre à Trois-Rivières. Quelqu'un qui n'a pas de voiture ou qui n'a pas accès facilement, on sait que les services de taxi, c'est quelque chose d'un peu intermittent là, dans notre région. Donc, c'est tout un enjeu, c'est comment les gens moins nantis, disons, peuvent arriver à se déplacer comme ils le veulent. Mais écoutez, il n'y aurait pas de réponse toute faite par rapport à ça. Je dirais simplement que Trois-Rivières a son réseau de transport public avec la société de transport de Trois-Rivières. Nicolet Bécancour a aussi son réseau de bus. Maintenant, est-ce qu'il y a des ponts à faire entre les réseaux de transport? Il y a là aussi une discussion à avoir. Et là, je pense que je vais un petit peu au-delà de mes compétences, mais on va laisser... Je pense que c'est une piste de réflexion. Ben, je pense que de l'évoquer, c'est un peu de répondre à la question. Est-ce qu'il faudrait faire ça? Oui, il faudrait le faire. Donc, pour avoir de la connectivité entre les deux régions de cette façon-là. Ben, merci beaucoup, Martineau Vido, conseiller en développement durable à la SADC Nicolet Bécancour. Merci pour cet entretien. Et merci à vous, M. Boisson, ça fait plaisir.